Juste un petit mot pour vous remercier. D'abord remercier Stéphane. C'est la première fois que j'assiste à une réunion de ce type-là. C'est extrêmement sympathique, ça me fait très plaisir. Je sais que vous avez aussi galéré, parce que je sais que le modèle a été particulièrement difficile à faire. La vraie voiture était compliquée et arriver au week-end, pour nous, ça a aussi été un challenge. Et bon, il y a eu des petits problèmes. Je peux en parler. Mais quand je vois le résultat ici sur la table, honnêtement, je ne peux que vous féliciter. Que ce soit pour la DS, pour la Renault. Donc effectivement, il y a un modèle que je savais. Que voilà, on ne peut pas le cacher, donc qui va bientôt sortir au mois de janvier, qui est la Renault. Donc je crois que l'important c'est une voiture qui est vraiment plus puissante que la DS. Je pense que c'est moins de problèmes techniques et puis aussi nous on apprend au fur et à mesure tous les commentaires qu'on a pu voir sur le forum et sur d'autres forums pour d'autres modèles aussi, on essaie perpétuellement d'améliorer le modèle. C'est pas facile parce que on est très loin d'ici, on n'a pas accès aux voitures, il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes de temps parce que souvent quand l'éditeur se décide après le test à lancer le modèle, on a très peu de temps pour réaliser les outils. Et c'est quand même très compliqué pour faire un modèle unifié. Il faut à peu près entre 40 et 50 moves différents. Ensemble. Donc il y a un temps de développement qui est très long et on est toujours, quel que soit le modèle, on est toujours. Voilà. Donc il y a effectivement cette méthodologie. Je constate que la traction n'a pas le même écho que la DS et la Peugeot. Comment ça se fait? On ne peut pas les avoir. Ah ouais? Quand nous là, on a livré. Ils ont été. C'est un autre éditeur, mais c'est vrai qu'ils ont été assez timides au niveau des conclusions. Sur le projet de la traction qui était élaboré au départ, on a vu sur le forum, elle est bleue. La traction. Elle est rouge. Elle est de la même couleur. Non, le projet, le prototype qui a été fait, on l'a vu passer sur le forum. Elle avait bien une poignée sur le capot. Alors, le problème des poignées sur le capot, effectivement, j'avais déjà répondu. Le poteau avait les poignées sur le capot. Il faut savoir qu'on a une contrainte donc, pour tous ces modèles, on ne peut pas utiliser de colle. Donc l'éditeur ne veut pas qu'on prononce le mot colle, même si des fois il est prononce. Mais on doit faire des voitures qui se montent sans colle. Et quand on est arrivé donc, sur le problème des poignées, donc on n'avait pas de solution pour qu'elle soit à l'échelle et tout. Et là, la personne qui est responsable du projet a subrepticement supprimé les poignées. Donc ensuite, le modèle qui a été approuvé déjà depuis les poignées. Et ça a fumé. Donc on essaie de trouver une solution. On essaie, voilà, il faut faire les tours, mais là les pièces sont pleines de tout, mais on essaie de trouver une solution pour avoir une simulation, quelque chose qui simule le plus. Voilà, c'est déjà fini. Voilà. Mais par exemple, là, on a vu sur la Renault. Je fais semblant qu'on est parti. Voilà. C'est servi dans la page, c'est avec la voiture. Et en fait, on s'est aperçu après, même si attention à l'écorce, hein? Je pense qu'on est aperçu à temps. On a permis à bord de... Voilà, ça c'est...
Voilà, donc mais c'est pas toujours facile parce qu'on est très loin. Les gens, bon, tous ici, les passionnés d'automobile, qui connaissent l'automobile, bon, les gens qui sont là-bas, les ingénieurs qui développent le modèle, bon, ils ne connaissent rien. Donc la plupart n'ont pas le permis de conduire. Alors, on fait ça, on fait. Donc, comment est-ce qu'on fait un modèle? Si on a 2 minutes. Donc, d'abord, on choisit le modèle, on choisit l'année, et on essaie de trouver la vraie voiture qui soit le plus original possible. Dans cette les modèles, en général, c'est nous qui proposons aux éditeurs des modèles. Et après, ils font un sondage, et après ce sondage, il y a un test marché avec en général 4 numéros. Donc, on cherche le modèle. Et on s'est fait faire un chef. Et ensuite, donc, on va scanner avec un scanner à résolution. On va scanner la vraie voiture d'abord pour avoir la force, la voiture de la force. Et on va faire une séance photo de la voiture. On va faire à peu près un millier de paysages. Quand on a tout ça, on fait un proto qui va être à l'échelle, qui va être fait dans une et ce proto doit avoir toutes les propriétés. Ça fait partie sur les lumières et tout. Donc on en fait un, ensuite on fait une copie qui va être peinte et qui va servir à la publicité, qui va servir au spot TV, parce qu'on ne va pas investir dans les moules tant qu'on n'est pas sûr de l'opération. Ensuite, donc il y a... Ah oui, sur le poteau, bon, j'en ai amené un, je suis venu, bon, c'est un truc qu'on prend en bagage à main, parce que c'est en résine et c'est excessivement fragile. Voilà. Alors, la DS cabriolet, il n'y a jamais eu de photo, c'est tout du Photoshop, je vous le dis. Il n'y a jamais eu un photo qui a été fait, le test a été fait. Je croyais que c'était un gag d'un forum. On a fait avec une partie, donc ça a été fait. Ça a été fait en Photoshop. Et donc, une fois que le projet est approuvé, donc on reprend on appelle ça un sample, donc ce prototype, et ensuite on va scanner toutes les pièces, et on va faire donc un 3D du modèle, qui ensuite va servir à fabriquer les modules. Donc combien de temps ça prend? Bon, bon, le scan et tout, ça dépend de la voiture, ça prend 1 mois les photos. Bon, il y a quand même après on fait une étude, on fait une pré-liste des numéros. Ensuite faire la maquette, donc le proto, ça prend environ 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Ensuite, parallèlement, on va faire les moules pour le test du marché, donc en général 4 numéros, qui sont des moules ensuite qui ne sont pas utilisés pour le lancement, qui sont des moules faits uniquement à cet effet, à part les moules de pneus. Donc les pièces du test en général ne sont pas compatibles avec la voiture. Ensuite, il faut encore 1 mois pour faire la maquette décorée. Bon, il y a le test, et puis une fois qu'il y a la décision, c'est là que ça commence à être chaud, il faut courir. Donc il faut à peu près 3 mois pour faire le 3D. Alors en fait, quand c'est en test, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Non, on a investi 4 outillages, mais si, il y a le proto est fait. Donc ensuite, il y a à peu près 3 mois. C'est pour ça que l'attraction démarre mal, parce qu'ils ont peut-être plus de succès que prévu et qu'ils arrivent plus. Mais ils ont été un peu conservateurs. Bon, je ne sais pas, après nous en distribution, on ne sait pas comment on fait. La Ferrari, c'est vous aussi? Oui, mais là ils ont été un petit peu conservateurs. C'est vous aussi la Ferrari? Non. J'ai pris le numéro 1 en test et puis... Non, la Ferrari. On sortira peut-être un jour. Donc il y a... Ils m'ont envoyé un porte-clés, un truc en me disant que c'était sympa, de t'abonner, mais ils donnent pas suite. Non, je pense que ça n'a pas été... mais ça n'a pas été. Donc je disais, il y a à peu près 3 mois pour faire le 3D, plus 1 mois pour le faire approuver par le constructeur, par le client, par et ensuite, on passe à la réalisation des outillages. Donc il faut entre 40 et 50 moules
donc pour faire ça. Donc si mes comptes, si le total des moules de l'ATL, je crois que ça représente 8 tonnes d'acier. Tous les pièces. 8 tonnes d'acier, donc c'est des moules en acier. Donc il faut ensuite 60 jours, une fois que le 3D est approuvé, pour avoir les premiers essais des moules. On appelle ça le first shot. Et ensuite, après, il y a tout ce travail d'ajustement, de polissage, qui prend environ encore 3 mois. Avant qu'on puisse réellement commencer, avant qu'on puisse commencer la production. Voilà. Pourquoi vous ne communiquez pas là-dessus? Dans un numéro au début d'une bon, ça se fait. C'est sûr que les gens seraient un petit peu plus. C'est pas nous. Oui, mais c'est pas. Oui, mais En théorie, on fait la production. oui, voilà, exactement. Mais on participe au magazine parce qu'on leur prépare les notices d'entretien. Le montage. L'entretien, ça vient maintenant. On attend les numéros, on attend. Donc on leur prépare. Donc il y a un chef de projet pour chaque voiture. Il y a un chef de projet qui est chinois et qui donc on monte un certain nombre de voitures. On a des équipes de monteurs aussi chez nous pour contrôler. Et en fait, il fait des photos avec son téléphone, des photos très simples où il montre comment on doit monter, ou du moins comment lui va se monter. On envoie ça à l'éditeur, et l'éditeur, lui, va transcrire les étapes et rédiger le texte à partir des indications qu'on lui donne. Avec plus ou moins de bonheur. Les étapes, c'était pas très chronologique de monter un truc, attendre pour telle partie, après avoir autre chose, accumuler les sous ensemble. C'était pas forcément bien dans le on parlait d'un conseiller tout à l'heure. Alors il y a, bon, c'est sûr qu'il faut, c'est important au niveau du test. Bon, il faut que les gens aient toujours. Bon, vous êtes un peu des pros, mais il y a beaucoup de gens qui montent qui ont moins d'expérience. Il faut essayer de tenir les gens en haleine. Il faut que toutes les semaines, ils aient quelque chose à faire. Voilà, la semaine où il y avait les tapis de sol, c'était bien. Ouais. La séquence. Comment on définit la séquence? L'ordre de montage. Il doit y avoir, si possible, un certain équilibre entre les différents numéros, mais c'est difficile parce qu'il y a des pièces de carrosserie. Et ensuite, voilà, essayer que les gens, toutes les semaines... Alors, c'est sûr que les premiers numéros sont plus rares. Bon, après, on en arrive au tapis de sol et on va les essuie-glaces, c'est sûr. Mais il aurait pu être groupé avec autre chose. C'est important commercialement. C'est une question de coût. De toute façon, au final, ça fait 100 numéros. Il fallait pas payer les valets. C'est important pour les premiers numéros parce qu'il faut avoir le maximum de gens. Donc, les premiers numéros sont toujours plus gras que les derniers numéros. Et puis c'est pareil, le numéro 110, voilà, vous mettez ça, je sais pas, voilà, vous avez fini la voiture. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. On a l'impression de... Félicitations, vous avez fini la voiture. C'est ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Mais sinon, Je vais quand même vous donner. Je vais quand même vous donner une explication au niveau du service après-vente, puisqu'il y a eu des problèmes. Alors bon, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, nous, on fournit les pièces à l'éditeur. Donc après, théoriquement, on n'est pas censé aller sur les forums. Et donc l'éditeur, il y a ensuite le distributeur, qui est le distributeur Prestalis, qui est le distributeur de presse. Et puis il y a une cellule de crise. Il y a un service client donc, qui en général, toujours est externalisé. C'est-à-dire que c'est les centres d'appel qui gèrent ce genre de choses. C'est pas quand vous téléphonez, vous n'êtes pas chez Altaïa. Vous êtes chez quelqu'un, je crois que c'est en France, non? Je crois que c'est en France, mais
Ça peut être à l'île Maurice, ça peut être au Maroc. Oui, moi j'avais appelé une fois, c'est en France. Hein. C'est en France. Oui, parce que j'avais pas reçu un colis. Je crois qu'achète maintenant, enfin bon, peu importe. Donc, et qui va recevoir l'appel et qui va essayer de vous répondre, mais qui souvent n'a pas les connaissances techniques pour vous répondre. Vous enregistrez, vous demandez des pièces de remplacement, donc ça c'est facile. Mais on voit que l'information du centre d'appel, en général, ne va pas remonter à l'éditeur parce qu'on leur fournit des pièces, un nombre supérieur de pièces, de façon à ce qu'ils puissent remplacer. Et si on voit par exemple le cas des sièges, nous on l'a constaté, mais l'éditeur, lui, n'était pas au courant qu'il y avait un problème avec le siège. Pourquoi? Parce que c'est pas... Non, pas tellement. Bon, pas tellement, mais l'information ne remonte pas. Et puis bon, il y a peut-être aussi des fois, c'est un peu de cacher, de minimiser. Donc, quand est-ce qu'ils sont au courant? Ils sont au courant le jour où le service client, le service après-vente n'a plus de pièces à remplacer. À ce moment-là, ils vont dire tiens, on a remplacé 300 sièges, on en a plus. À ce moment-là, ils vont appeler l'éditeur. Ou ils ne vont pas l'appeler, ou ils vont laisser si on est en fin. Donc c'est vrai que là, il y a eu un peu une carence. Donc pour les sièges, on a pris nous l'initiative de remplacer les sièges. Le problème, c'est qu'on en a fabriqué une certaine quantité, mais on n'en a pas fabriqué assez. Et on en a envoyé, on s'est dit, bon, eux aussi vont avoir des problèmes. Donc on a livré des sièges de remplacement à Altaïa aussi, qui les ont envoyés au service client, qui lui aussi remplaçait. Puis il est arrivé au moment où personne n'en avait plus, ce qui est arrivé au mois de juillet. Et on continue à recevoir des demandes. Donc on a fait une nouvelle fabrication. Et puis là, Altaïa s'est aperçu du problème et nous a dit, non, c'est nous, on ne veut pas que vous remplaciez les flèches, parce que ceci, etc. Donc on s'est un petit peu frotté là-dessus. Finalement, bon, ça s'est arrangé, donc on va les remplacer. Ensuite, il a fallu... Non, il ne voulait pas qu'on passe en direct. On leur a dit, bon, on va le faire, mais on va vous envoyer la liste des gens. On va pas les faire changer, ne le faites pas. Et ensuite, donc, on a envoyé ces pièces, une fois que ça a été réglé en France, parce que si on vous les envoie de la Chine, vous allez avoir, chaque fois que vous allez avoir un colis, vous allez payer 50 € de douane. Donc il a fallu transférer ces pièces en France, où elles sont déjà arrivées. Donc, effectivement, ça a été un petit peu long. Mais il ne faut pas hésiter à téléphoner au service, à écrire. Et nous, quand on constate un problème, comme par exemple sur l'Alpine, le siège, qui est le même que celui de TDS, qui est un problème d'incompatibilité de plastique, là c'est nous qui avons dit il y a un problème et on leur a dit on va remplacer les sièges avec le numéro 96, qui était le numéro qu'on a dans les réseaux, donc là je crois que c'est au 93. Donc ceux qui montent l'Alpine, au numéro 96 vont recevoir, tout le monde va recevoir un jeu de sièges de remplacement. Puis bon, on apprend, on a appris beaucoup avec les sièges. Puis bon, par exemple, l'histoire de la colonne de direction, sur les prochains modèles, on a modifié, ça sera en métal, et puis on va donner pour tous les modèles des cales à mettre sous la voiture de façon à éviter que la voiture appuie, parce que c'est vrai qu'après, quand on tourne, si la truc est en plastique, il va casser. Donc on va systématiquement donner des cales, de façon à ce que la voiture touche le sol sans appuyer, et que ça ne force pas trop. Mais enfin, il y a toujours, c'est bien écrit, il y a toujours... Comme quoi ça sert d'aller sur les forums? Comme quoi ça sert d'aller sur les forums? Est-ce que vous savez combien de personnes ont monté la DS ont la suspension qui marche? Ça, il faut le savoir. Le monteur lambda, c'est pareil. Je sais combien de sièges ont été remplacés. C'est n'importe quoi. Combien de DS ont été vendus? Alors, ça je peux le dire, donc sur la France, sur un projet comme ça, donc la courbe de vente est bien sûr diminue. Le numéro 1 est vendu à assez capable. Donc le but c'est d'avoir de vendre le plus possible le numéro 1, parce que si vous trouvez plus ou moins de numéro 1, plus ou moins de numéro 5. Donc le numéro 1, en général, ça tourne autour de 50 000 exemplaires. Et ensuite, on a fini en France à peu près 5 000.
Au bout de 5 jours. Donc il y avait 10%, quoi. Et Il y a 10%. On a terminé un circuit qui est un petit peu en dessous de la jour. 5000. À peu près. Ouais, moi j'en ai deux, comment je fais? C'est monsieur 2%. Non, mais moi je... Non, pas 2%. 0,02. Non, mais... Potentiellement, il y a 5 000 DS. On vide le conservatoire. Alors, il faut savoir, la question c'est à combien de numéros 1 vendus on décide d'arrêter. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc, non. Il y a un test de 4 numéros. Une fois qu'il y a eu un lancement qui a été décidé, donc on ne peut pas s'arrêter. D'abord parce qu'en France, ce n'est pas légal. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas eu de cas dans les collections montées. C'est que les tests qui s'arrêtent. C'est que les tests qui Les s'arrêtent. tests s'arrêtent. Mais non, dans les voitures montées, il n'y a pas eu de cas. Ah bon, en cours? C'est très compliqué d'arrêter. Et après, si par exemple l'éditeur voulait arrêter, après il y a un autre problème. Parce que nous, c'est un investissement énorme, d'investissement en outillage. Donc nous, si jamais demain Hachette ou Altaïen nous disait on arrête parce que, je sais pas, parce qu'on a plus de sous, parce que bon, ben, nous, on serait obligé, pour récupérer nos billes, on serait obligé, nous, de trouver une solution. De trouver c'est arrivé, on a eu des modèles qu'on a voulu lancer dans certains pays, puis l'éditeur a testé, il a dit bon, c'est pas chaud, bon, mais nous, comme on a déjà investi de l'argent, on va nous chercher un autre éditeur de façon à essayer de pousser le projet. Mais une fois que c'est lancé, ça s'arrête pas. Dans les collections de voitures, il y a eu quelques cas où la collection s'est arrêtée. Ça avait été le cas de la collection 4L et tout, parce que vraiment, les ventes étaient tellement débiles que... Après, ils ont quand même continué jusqu'à 25 ou 30 millions. En France, elle s'est arrêtée. Oui. La collection 4L, il y a très longtemps, en 2007, en 2006. Ah ouais, c'était pas né. C'était pas né. Souvent, il y a pas eu Il peut espérer, tu peux espérer, tu peux avoir de l'espoir. En fait, comme on n'attend qu'une chose, tu peux avoir de l'espoir. Et en France, mais elle est sortie à l'échelle 1-1. Il a déjà. Non, mais Le but est d'avoir ce niveau-là. c'est en préparation. Mais bon, ça c'est une mais il y a quelque chose peut-être qui se fera. J'ai rien dit. Je retiens. Ah, moi, je voudrais revenir à la DS. Donc, j'ai une question. Donc, moi, j'en ai acheté une en abonnement Oui, et une chez le livret. oui. J'en ai deux. Ouais. Elles ne sont pas montées, hein, je vous rassure, Oui. elles ne sont pas là, mais elles ne sont pas montées. Donc tu fais partie des 5000 personnes qui... Voilà. Mais moi, ce que je voudrais savoir, Attends de voir. mais moi, je voudrais savoir comment je fais pour les sièges. Alors les sièges, bon. Si j'appelle, ils vont me dire, monsieur, oui, vous êtes abonné, d'accord. Ils vont m'en donner un jeu. Non, Mais non, mais à ce moment-là, vous demandez les sièges, bon, soit à nous, soit à l'éditeur, les sièges de remplacement. J'ai eu le même souci avec le rachat d'une collection pour faire le break. Faut nous, Le deuxième jeu n'est pas remplacé. faut nous lui demander. Voilà. Là maintenant, on en a refabriqué, donc on en a aussi renvoyé à l'éditeur. donc, il faudrait que j'en demande un à l'éditeur, puisque j'étais abonné. Il faudrait que j'en demande un directement à vous. Nous, sans compter ceux qu'on a fabriqués maintenant, on avait quand même remplacé 600 jeux de sièges. Donc c'était un réel problème. Donc compte tenu qu'il y a des gens qui n'ont pas le modèle, ou il y a des gens qui l'ont collé, ou bon, c'est quand même un problème. Et on en a refait 500 000. Bon, alors, il faut que j'appelle vite. Hein. Oui, on a trouvé le problème. On a trouvé le problème.
On a trouvé le problème qui est le problème d'incompatibilité. J'en demanderai un à Altaïa. Sur tous les modèles à venir, on a Et l'autre jeu, ouais. on l'a remplacé par un autre matériau qui a les mêmes propriétés de souplesse, donc qui coûte beaucoup plus cher, mais lequel il n'y a pas de... Parce que les premiers échos qu'on a sur l'attraction, sur les sièges à l'attraction, sont bons. Oui. Voilà. Bah oui. Disons, c'est pas bon. Ça coûte... c'est pas nous. Non, la coccinelle, la Renault 5 Turbo, le Samba, le bébé Samba, l'Harley, c'est pas nous. Non plus. Et la Mustang? Non plus. D'accord. Et vous les gardez? Ah, nous, on les garde. Donc là, je pense qu'il y aura un nouveau lancement dans un autre pays de DS, de 2 chevaux, c'est probablement. Et aussi, il est plus probable qu'à un certain moment, parce qu'il y a une demande, on vende des modèles montés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 2 mains gauches. Donc pas en tout. J'en veux pas. Il y a des gens qui François, j'en veux pas. voudraient la voiture, mais bon, qui n'ont pas le temps, qui ont... Mais il y a une demande de modernité, bon, c'est pas une dizaine de milliers, mais ça suffit de faire monter. Je pense qu'à un certain moment, on attend évidemment que la collection soit finie, et puis je pense qu'on fera. Elle vaut 10 fois plus cher qu'en pièces détachées. Il y aura probablement une nouvelle avec les heures qu'on passe dessus. Et la défaut, ça aussi dans une autre couleur. Ah mais la patience c'est de la montée alors. C'est intéressant. Alors le prix d'une DS montée, Pour nous, c'est 1100 €. oui, ça sera légèrement au-dessus. Légèrement? Ça joue à quelques centimes. Ouais. Par contre, il faut savoir que dans l'emballage, ça c'est quelque chose que nous, on fera donc il faut que ça soit un coût légèrement supérieur, sinon on va pas autour de ça. C'est pas trop cher non plus alors? Il y a un marché. Bah, déjà monté. Il y en a un Pour certains, comme il dit, il y a des mains gauches. Il y en a un qui essaye de la mettre en vente à 1500. Les 110 numéros sont Non non montés. Ça monté. fait 2 mois. 1500. Sur eBay, Mais il ne la vendra 1500. jamais. Non. Non, mais après, je veux dire. Non monté. Il fait un petit bénéfice de 30%. On va chez tous les numéros et d'autres qui diront. Non, mais il y en avait un qui l'a vendu. Il y en a qui ont commencé à 300 €. Et ça se vend entre 650 et 800. Non, mais monté. Voilà. Ah bon? Non, ça y est, c'est bon. J'ai pas suivi là. C'est pas nous qui avons fait la Lamborghini, Porsche, mais c'est plutôt la non, c'est une moto. Ah, la moto, c'est vous qui faites la moto, la Ducati. Et il est possible, on est en train de voir justement la possibilité d'utiliser un de nos modèles, d'utiliser les outillages, mais c'est très compliqué parce que nous, la distribution des pièces dans les outillages est faite dans un souci en fonction de la séquence, en fonction du cours. Alors que eux, faut que la grave d'injection soit à la taille de la boîte. Donc en fait, c'est très difficile d'utiliser les mêmes outillages, mais c'est possible qu'il y ait des croisements comme ça. C'est vous qui fabriquez la moto pour Porsche? Ouais. Mais alors l'échelle, c'est quoi? C'est un quart. L'échelle, c'est un quart. Elle est... Alors l'usine, donc l'usine est, pour vous expliquer où est-ce qu'il est. Donc nous, bon, moi je suis français, je 35 ans.
Eh oui. Super marque. Voilà. Et on est resté au Portugal de 82 à 96, et l'usine au Portugal a été fermée en 2001. Et donc en 96, on s'est installé en Chine. Et donc on a remonté une société qui s'appelle Paixo. Donc la société est à Macao. À Macao, on a les bureaux. Tout à Macao, on venait du Portugal, et à l'époque Macao était portugais. Donc on avait des enfants qui étaient scolarisés, donc c'était plus facile d'aller à Macao. Et l'usine, donc on a deux usines. On a une usine en Chine. Donc ça, je ne sais pas des voitures de Macao. Ensuite, on emploie en Chine aussi des sous-traitants. Et on a, depuis 2 ans maintenant, on a monté une usine au Bangladesh, mais qui ne fait pas les builders. Qui ne fait pas les modèles, qui fait uniquement on fait beaucoup d'autres choses aussi pour le kiosque. On fait des figurines, on fait des soldats de plomb, on fait des monstres, on fabrique aussi beaucoup d'autres choses pour les éditeurs en dehors des voitures, des avions. La Chine a beaucoup évolué depuis. Donc on a une activité qui nécessite énormément de main-d'œuvre. Et on a des clients éditeurs qui sont très sympathiques, mais qui ne comprennent pas que on a pris parce que aussi les salariés en kiosque ne peuvent pas. Il y a un prix psychologique souvent. C'est très difficile, donc c'est pour ça qu'on est obligé, encore une fois, de délocaliser la production de certains modèles en dehors de la Chine. Même la Chine aujourd'hui. La Chine aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a tourné il y a eu une grosse évolution du pays. Donc bientôt vous revenez en France, quoi. Ça serait moins cher. Je sais pas. Non, c'était la petite touche. Non. Très honnêtement, il y a un moment où on s'est posé la question de. Mais bon, c'est quand même. Ce qui tue la France, c'est les syndicats. Il y a d'autres pays d'Europe, comme le Portugal par exemple, où on a été pendant longtemps. Mais c'est quand même compliqué. Aucune de vos collections n'a été touchée par l'explosion dans le port commercial. Non, mais il se trouve que